Famille, justice, enfance. RLP 102.3 aujourd'hui avec Karine et François de SAPA. Alors SAPA, Stop au placement abusif, c'est un petit mouvement sympathique dont vous avez tous entendu parler, qui nous vient des Landes et qui nous vient de Karine et de François. Karine, François, bonjour. 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 Alors c'est pas François Bonjour. Karine ou Karine François, c'est Karine qui est une personne distincte et François qui est une deuxième personne. C'est ça. Alors les amis, là, parce qu'on connaît SAPA, mais vous, on vous connaît très peu. Vous êtes qui ? On est des anciens parents d'enfants placés, des anciens Les enfants placés. enfants placés, des anciens grands-parents d'enfants placés Et... et des descendants d'enfants placés. Tous les deux ? Non, Non. non. Juste moi, Karine. Et toi, François ? Bon, moi, j'ai un parcours de vie, somme toute, assez classique, bien qu'il y a eu, en fait, disons qu'on s'est retrouvés à un moment dans des foyers mère-enfant, jusqu'à mes 12 ans. Puis à 12 ans, ils acceptent plus que les enfants restent dans les foyers mère-enfant. Donc du coup, il faut se barrer avant qu'ils séparent la fratrie, enfin les enfants. Ça, D'accord. c'était du côté de Marmande. Donc toi, tu as connu le foyer, en gros, le foyer d'urgence. Ouais, les ce qu'on foyers, appelle les foyers vraiment, d'urgence ouais, mère-enfant. mère-enfant avec une mère qui était violentée. Et voilà. bipolaire, donc avec Et aussi ouais. une problématique Mais particulière. voilà, et puis après on est remonté, moi je suis remonté en région parisienne, et puis après, On a fait notre vie. voilà, on a fait notre vie, puis on s'est retrouvés, et puis, on s'est retrouvés, moi et Karine, on s'est connus, Voilà, on s'est connus. et puis voilà, puis après, bon, moi j'ai connu Karine, elle était déjà avec suivie par l'ASE et Des enfants placés. avec des enfants placés, et puis D'accord. des problèmes voilà quoi. Donc, on a vécu ça ensemble, moi en tant que beau-parent d'enfants placés, donc c'est marrant. Tu vois tout le processus, mais tu peux pas intervenir puisque, comme t'es le beau-père, T'as pas de droit. t'as pas de droit, quoi. Oui, tout à Mais fait. t'es quand même incriminé, hein. Ah ouais. T'es Oui, quand t'es même plus- vachement incriminé. T'es quand même, voilà, quoi. Ouais. Donc voilà. Puis Mais juste pour savoir, toi, Karine, est-ce que tu as une profession ? Est-ce que tu as un métier ? Tu as des compétences en psychologie ? On se connaît un petit peu, mais autrement, qu'est-ce que tu fais ? Alors moi, je me suis occupée. J'ai travaillé en maternelle, mais j'ai jamais eu véritablement de formation professionnelle puisque j'ai été maman. J'avais 19 ans moins un jour. Ça t'a fait arrêter l'école ? Ouais, ça m'a fait arrêter l'école. J'étais en conflit avec mes parents à l'adolescence, mais bon, moi j'ai un parcours très atypique, non, parce que finalement je me rends compte que c'est plus que commun, et finalement moi qui me sentais très seule dans l'analyse de mon enfance, mon adolescence, et finalement la suite logique se voit dans beaucoup de dossiers d'enfants placés. Ce que tu viens de dire est extrêmement important. C'est que tous les gens confrontés à des grosses problématiques de vie ont parfois l'impression d'être des cas uniques ou des cas isolés, alors que lorsqu'on crée du lien et qu'on se rassemble, on se rend compte que très souvent, nous ne sommes qu'une partie d'une grande famille. Ça, on s'en rend compte après. oui. Et toi, François, est-ce que tu avais une profession, un métier, un niveau d'études ? Qui es-tu ? J'essaie toujours de rester discret sur ces questions-là, mais J'étais... My name is Alors, on Bond, va dire James que Bond. j'ai vécu, j'ai vécu en France, j'ai vécu en Angleterre pendant une dizaine d'années. D'accord, t'as été expat durant 10 j'étais, ans. Ok, ouais. J'ai niveau d'études, j'ai un master. Alors ça va surprendre beaucoup de gens. J'ai un master en marketing et communication management, alors que je suis en communication, on va dire. Ouais. Oui, je sais pas. peux le j'en sais dire. rien, peut-être que Si, tu travailles pas je- forcément, mais là sur SAPA, tu t'es fait connaître quand même, quoi. Donc t'as un bac plus 5 Ouais, en commerce enfin, management. T'es allé bosser en Angleterre Ouais. et avec Karine, Ouais. tous les deux, voilà. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc là, on est en train d'arriver au second point. Vous avez créé, à vous deux, maintenant on sait qui vous êtes. Vous avez créé, ça fait combien de temps ? Un an et demi que SAPA a commencé à apparaître sur les réseaux ? Ça va En faire 2 ans. fait, c'est parti comme ça. Ça va faire 2 ans. 2 ans. En fait, quand j'ai connu Karine, elle avait ses enfants placés, et D'accord. puis, Ça va ouais. bien. Oui, et si tu préfères, non mais,
En fait, c'est ça qui est parti. On a suivi le parcours de l'ASE en tant que parent d'enfants placés, comme tous les parents, c'est-à-dire que on nous disait d'aller à gauche, on allait à gauche, on nous disait d'aller à droite, on allait à droite. D'année en année, les jugements, ils disaient blanc, on faisait blanc. Après, on nous disait de faire noir, on faisait noir et tout ça. Résultat, Karine n'a jamais récupéré ses enfants. Le parcours des enfants, on l'a connu, enfin, moi, je le résume comme ça, hein. Je vais essayer de résumer pour aller de manière très synthétique. On a connu avec, donc, Karine, elle a 3 enfants d'une première union. Eux, ils ont connu, les foyers de l'enfance, ils ont connu, les familles d'accueil, les lieux de vie, les premiers lieux de vie. Donc c'était des lieux de vie expérimentaux. Les CEF, les CER, on a fait la globalité des dispositifs expérimentaux de la protection de l'enfance. On va rappeler à chacun que dans chaque département c'est différent, donc chacun fait un peu sa patouille. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on en parle tous, c'est que c'est un gros boxon. Donc à l'époque c'était en banlieue parisienne. On a subi l'ASE. On a subi l'ASE totalement, quoi. Comme un peu comme Laetitia Deschamps. J'aime bien son livre parce que Laetitia Deschamps, en fait, à quelques années près, elle a dans son livre, elle a connu beaucoup d'associations que nous-mêmes qui nous suivaient, enfin qui suivaient surtout les enfants à quelques années d'intervalle. Voilà, on a connu l'OSE. Olga Spitzer, on a connu le STAS, le service territorial d'aide sociale. On a connu les tribunaux de Nanterre, Paris, Versailles, Bobigny. Ouh là là, mais en plus c'est les pires de France, ça. C'est les tribunaux donc, avec le plus grand délai. Ouais, avec d'Angléan qui a son fils qui a été placé, et François d'Angléan disait. Oui, ils ont mis mon fils dans une unité où on lui fait découvrir la richesse, enfin le placement, parce que il place l'enfant dans un contexte où l'enfant il a tout. Là, ce que vous me dites là, c'est un épiphénomène. Je veux dire par là que moi j'ai quand même beaucoup de retours où les enfants vont quand même beaucoup moins bien et font beaucoup moins de choses après l'intervention de l'État qu'avant. Donc là, ce que tu me décris, c'est bien. Effectivement, on est content de savoir qu'il y a des endroits où les enfants sont bien traités. Il faut comprendre que... Mais ça ne veut pas dire que l'enfant est bien traité, hein. Moi, mon fils était en famille d'accueil, il faisait des activités, mais ça n'empêchait pas qu'il se prenait des grosses torgnoles par le père de la famille d'accueil, qui lui n'avait pas un agrément, c'était seulement sa femme, et ça passait crème, hein. Alors ça aussi, on le rappelle beaucoup. L'enfant, il n'a pas besoin d'argent, il a besoin d'amour. Je veux dire, c'est quand même un grand quelque chose. On l'oublie trop souvent. Par exemple, mais l'enfant, il a besoin de l'amour de ses parents déjà. Quand ils sont aptes et capables de le donner, c'est déjà un bon point de départ, ça. En l'occurrence, lui, il a continué le parcours. Donc, il a été dans les CEF, après les les CER, CEF. Il a fini à Porcheville, en prison pour mineurs à Porcheville. Donc, on connaît même le système des prisons pour mineurs de Porcheville. Wow. On a eu à une époque en 2007, c'était quand Sarkozy il était président, donc on est 2007-2008. Oui, il y a eu une histoire, enfin, ça se retrouve par la voie de presse, il y a eu une expérimentation avec des enfants placés qui étaient sur un voilier qui allait jusqu'au Maroc, soi-disant pour... c'est ce qu'on appelle les séjours de rupture. Ça existe encore, hein, ces séjours de rupture, et du coup, il était envoyé au Maroc, et ils étaient sur un voilier, donc ce qui leur évite de s'échapper du lieu de vie, puisque le voilier devient... Sauf que ça a dégénéré tellement que il a fallu, quand ils arrivent au Maroc, un rapatriement qui avait fait une affaire d'État entre la France et le Maroc. C'était passé aux infos, Non, je ne sais pas si c'était passé aux infos, mais en tous les cas, moi, j'avais reçu un courrier en disant que, du coup, mon fils, il avait été rapatrié, qu'il y avait eu une histoire de dénonciation, d'inceste, de faits d'agression sexuelle, enfin bref, quoi. Et en fait, toute cette histoire s'est arrêtée là.
s'est arrêté là parce que je n'ai jamais su ce qui en était devenu de cette histoire-là. Dès lui, il était placé dans des lieux de vie expérimentaux. Dans le Loiret. Avec les premiers lieux de vie expérimentaux, enfin, ils voulaient expérimenter encore une nouvelle méthode et donc ils avaient demandé à la maman, l'autorisation de filmer pour un magazine qui s'appelait... Je crois que c'était Complément d'enquête. Ouais, Complément d'enquête. Et donc on avait, nous on avait accepté, tu vois, on avait dit ouais, s'il est d'accord, pourquoi pas, quoi. Mais du coup, dans ce truc de complément d'enquête, on avait vu un gros bidonnage, quoi. Il y avait eu un bidonnage puisque nous on savait pas. Donc c'est le lendemain, on a des copains de la cité qui nous disent ouais, on savait pas pour ton fils ce qu'il faisait, ce qui se passait et tout. On a vu le reportage sur M6, complément d'enquête. Le prochain week-end qu'il revient à la maison, si tu veux, on le savate, quoi. Et le gamin, il a failli rentrer à la cité et se faire savater. Donnage sur complément d'enquête. Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Alors, complément d'enquête avait fait passer mon fils pour un enfant qui battait ses parents. Ah ouais. Bah ouais. Donc en fait, c'est pour ça qu'il était dans Sauf que c'était pas le cas. Et voilà. Du tout. Et en fait, nous dans la cité, on était connus parce que on faisait pas grand chose, quoi. Pas de vagues, voilà. Enfin, je veux dire, les gens voyaient comment on éduquait nos enfants. Effectivement, ils étaient durs pour certains. Et l'incohérence des mesures subies et soi-disant expliquées aux enfants, parce que mine de rien, les travailleurs sociaux, quand ils sont dans une famille, ils expliquent des choses aux enfants, mais c'est pas forcément, je dirais, les bons arguments pour dire un minimum, quoi. Voilà, donc les enfants, ils passent de victimes à coupables de leur propre passé finalement, et de fil en aiguille, les enfants, bien souvent, ils rentrent dans une espèce de rébellion parce que ils comprennent pas ce qu'on leur reproche, puisque de base, c'est pas de leur fait. La séparation avec les parents, c'est pareil, ils le travaillent pas, donc l'enfant ne comprend pas non plus la séparation. En fait, pour l'enfant, c'est un cataclysme et on sait tous que les enfants, ils ont une imagination débordante et une ouïe qui peut être très sélective, avec une analyse de ces bribes de conversation très erronées de par leur jeune âge. Un enfant s'invente son histoire. Oui, voilà, donc ce qui n'arrange pas non plus. Et l'enfant teste les adultes et parfois le test est... Aussi. Exactement. Les adultes répondent assez mal au test parfois. Ouais. C'est ça, en fonction de l'évolution, ça s'interprète ou ça se manifeste de manière tellement diverses et variées. Pour ma part et mes enfants, les 3 premiers enfants, ça a été plutôt la voie de la délinquance, comme beaucoup d'ailleurs. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. On va résumer. Vous avez passé tous les deux un certain nombre de grands moments, on va dire. Des grands moments de la vie, voilà, des trucs qui doivent bien remuer. Il y a des couples, ça les sépare. Ah non, mais il y en a qui se pendent, je le cache pas, vous avez dû, on sait que il faut quand même supporter tout ça, tu vois, on devient spectateur de nos vies et de la vie de nos enfants quand même, parce que c'est ça en fait, nos enfants ils sont devant nous et puis on leur fait plein de trucs devant nous, et après vous avez fait SAPA, mais SAPA pourquoi? C'était quoi SAPA au départ? Alors SAPA c'est venu parce que les travailleurs sociaux sont revenus à la charge par le biais de ma fille, qui pendant qu'elle était placée a subi diverses choses. Donc on va faire court, mais notamment 6 ans en hôpital pédopsychiatrique. Et donc elle a rencontré son compagnon, et son compagnon lui aussi est une personne en situation de handicap. Il a été en IME, il a aussi un parcours à l'aide sociale à l'enfance. Quand elle est devenue maman, elle a eu un suivi bien plus particulier de par son psychiatrique. Et donc après sa 3e grossesse et son accouchement, ils sont revenus à la charge parce qu'elle était fatiguée, parce que un passif qui fait qu'elle a plus ou moins des réactions qui peuvent être adaptées ou non, mais c'est pas une mauvaise maman. Donc l'aide sociale à l'enfance finalement s'est servi du passé de Morgane pour demander le placement de ses 3 petits. Et là nous en tant que grands-parents, on a découpillé, on a dit c'est pas possible. En fait pour nous ça a été une déclaration de guerre. Voilà. On va pas refaire 20 ans.
Du coup, c'est à partir de là où SAPA 40 s'est créé. C'est-à-dire que on savait très bien dans le processus que individuellement, les familles ne peuvent pas s'en sortir. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire d'abord le parent individuel. Il a besoin localement d'un collectif. Et ça, nous, on l'avait compris. Et dès le départ, on a dit qu'on allait faire un collectif. Alors effectivement, au début, on cherchait un nom. Puis à la fin, on n'en trouvait pas. Donc, on a fait stop au placement abusif. Ça fait SAPA. Allez hop, roule ma poule, on y va, on lance le truc, on fout. Et on verra par la suite. Et du coup, l'important, c'était que un collectif départemental qui puisse interférer directement avec le département sans exposer les parents qui, eux, avaient une démarche, on va dire, individuelle au niveau familial. Donc, en fait, le but, c'était de faire un groupe de parole, puisque tu es quand même dans le social. Donc, l'ASE, c'est une institution sociale. Et du coup, il faut que tu ailles deux appuis, l'un individuel et l'autre collectif. Donc, effectivement, l'idée, c'était de faire un groupe de parole. Il existe des groupes de parole pour les alcooliques anonymes, pour les toxicomanes, pour ceci. Mais par contre, il n'y a pas de groupe de parole pour les enfants placés, ni pour les parents d'enfants placés. Donc, les parents d'enfants placés du département, tu vas avoir dans les Landes, à l'époque, il y avait 1650 enfants placés. On va dire, allez, en moyenne, 2 enfants par famille. Tu divises par 2, ça fait 800 familles. Tu dis, mais attends, elles sont où ces 800 familles? Alors que quand tu rencontres des gens qui sont des parents d'enfants placés... Elles sont toutes cloîtrées chez elles avec un sentiment de culpabilité et elles se morfondent en se demandant ce qui leur arrive. Et ce que tu es en train de me décrire... RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Moi, je suis passé par les permanences pour les pères qui voyaient pas leurs enfants. C'est par là que moi je suis rentré dans tout cet environnement de protection de la famille. Ce côté alcoolique anonyme, nous on le connaît bien. À toi aussi, tu t'es fait défoncer par ton ex. Bon, et puis après on a élargi le truc. Et on s'est rendu compte que très souvent l'ex, après elle se faisait défoncer par les sociaux. Et puis après on s'est rendu compte que on était tous là à se dire mais c'est que pour ma pomme. Et en fait non. Non, c'est pas que pour ta pomme, c'est pour la pomme de beaucoup de gens. Et on s'est rendu compte aussi qu'en mettant les gens ensemble, ils s'échangeaient des tuyaux, ils arrivaient à se soutenir mutuellement, ils souffraient moins, disons qu'ils se comportaient moins mal avec les autres et envers eux-mêmes, parce que certaines personnes, quand il y a beaucoup de douleur, se comportent mal envers eux-mêmes ou se comportent mal envers les autres. Et donc, faire du lien, mettre les gens ensemble avec des ressources juridiques, psychologiques et autres, en fait, ça faisait du bien et ça améliorait l'environnement. Mais c'est un peu ce que vous avez fait vous aussi, hein. Ouais. Donc au début, du coup, quand ils ont saisi les enfants, parce que nous on appelle ça une saisie, ils ont saisi les enfants. La saisie s'est très mal passée, évidemment. Enfin évidemment, il y en a où ils vont les chercher à l'école, mais nous ils sont venus sur le terrain, donc avec la gendarmerie qui a été super humaine. Donc voilà, mais beaucoup moins les services sociaux qui étaient présents eux aussi. Mais du coup voilà, on avait commencé par créer SAPA 40 et puis après l'idée c'est de faire une fédération qui va mutualiser et puis s'étendre progressivement voilà quoi. Alors aujourd'hui, il y a SAPA 40, il y a SAPA, chez moi il y a SAPA 24, il y en a d'autres? Ouais. Il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres, mais en fait le but, c'est que chaque collectif reste autonome et indépendant. Vas-y, s'il te plaît, ça leur fera plaisir là, de dire un peu qui. Non, parce qu'il y en a encore qui sont frileux, qui sont en construction. Bon, il y a, on va dire, il y en a en Bretagne. On essaye de voilà, mais c'est très dur de faire maintenir des gens qui ont des difficultés. Sociales, en fait. Sociales, quoi. Tu le vois bien avec la dur de faire travailler ensemble des gens qui souffrent. Ça, c'est super dur. Donc, classique. Ça, c'est normal, ça. Ouais. Et nous, on n'est pas partisans pour créer des antennes c'est-à-dire que moi, du 40, effectivement, informatiquement, on peut créer des antennes comme ça, invisibles, où il y a personne. Je vais prendre SAPA 38, par exemple, tu vois. Et puis, je vais créer sur Facebook un SAPA 38, mais en fin de compte, fondamentalement, il y a personne. Le but, c'est vraiment de pousser les gens à créer eux-mêmes une antenne locale pour qu'ils rejoignent la fédération et voilà quoi. Donc voilà, là pour l'instant t'es très humble parce que au départ c'est parti de votre histoire personnelle, vous avez fait quelque chose pour mettre du lien, vous avez quand même des personnalités qui sont venues, il y a quand même pas mal de monde, il y a quand même il y a pas mal de départements, on va le dire, si tu veux pas le dire toi, moi je vais dire qu'il y a quand même pas mal de départements.
Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, tu vois, je vois venir un site web qui s'appelle placement-abusif.fr. Je sais que sur nous, sur défendrelesenfants.fr, on a commencé à parler aussi de cet environnement. On a élargi ce qu'on faisait, nous, beaucoup sur les placements. Tu as des personnalités qui donnent de l'information. On trouve énormément sur le groupe Telegram, énormément d'articles de presse, énormément de ressources juridiques. Il y a de l'entraide, il y a des avocats qui sont venus, il y a quand même pas mal de monde. Donc non, ça méritait. Je voulais en parler aujourd'hui parce que quand même ça commence. Disons que nous, on essaie de construire une fédération. On a des statuts, on a un règlement interne et tout ça, mais on veut vraiment le consolider et on voudrait vraiment faire autre chose. C'est-à-dire que la plupart des associations, et c'est pas pour, je tire pas sur les associations. Il y a plein d'associations qui sont sur Facebook et tout ça, où on s'est rendu compte nous-mêmes que certains de nos commentaires étaient effacés, mais on sait pas par qui, même pas par ceux qui ont la page Facebook, quoi. On s'est rendu compte que les parents, une fois qu'ils étaient sur Facebook, ils restaient cloisonnés chez eux. Donc déjà, nous, on a tendance à vouloir faire en sorte que les gens se rencontrent réellement dans la vie physique, enfin dans la vie réelle, quoi. Oui, mais il y avait une rencontre l'an dernier dans un camping, là, c'est comme ça que j'avais entendu parler de vous d'ailleurs, hein. Un bootcamp en août dernier dans un camping, il me semble, hein. Oui, c'est ça. Donc on avait fait ça et on le voit. C'est très dur d'arriver à faire bouger dans un même département des parents pour faire des rencontres physiques une fois par mois ou voilà, quoi. La plupart des parents, ils sont derrière leur écran et alors ça avance, mais en fait compte ça pourrait avancer 10 fois plus vite si les gens osaient sortir et se rencontrer. Alors je dirais même mieux, souvent sur les réseaux sociaux, notamment pour ne pas le citer, Facebook. Souvent, les parents publient en anonyme. Et en fait, moi, j'ai pris du recul par rapport à ça parce que des fois, je me dis mais c'est pas possible. Comment veux-tu véritablement qu'on réponde si on poste en anonyme? C'est voilà. Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul que quelque part, c'est logique. Les parents ont l'impression d'être seuls dans cette situation-là. Donc, ils s'isolent et tu retrouves un peu cet isolement finalement dans Facebook, le fait de poster de manière anonyme. Est-ce que le fait de publier en anonyme, c'est le prolongement de l'isolement et de l'invisibilisation des parents et de la situation, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent? Non, pas forcément, parce que dès que tu arrives et que tu es confronté aux sociaux, tu deviens vulnérable et tu es susceptible d'avoir des représailles du département ou de divers services. Les gens pensent qu'il y a des lois, les gens pensent que le milieu est idéalement fonctionnel, mais la réalité montre qu'en fait, tu es soumis au subjectif et à la volonté d'autres personnes. Et parfois, tu exprimes des choses de manière anonyme, c'est parce que c'est un début d'expression, c'est un début de réaction, en te protégeant un petit peu si tu veux, tu vois. T'en as qui s'ils faisaient pas ça, ils parleraient pas du tout. Parce qu'ils savent que si tu critiques le département, on a quand même des histoires où les présidents de département eux-mêmes ont téléphoné à des gens qui râlaient trop sur les réseaux sociaux pour leur demander de se taire. Tu vois, et on a eu souvent aussi des gens qui nous ont dit mais j'ai monsieur machin là avec son béret et ses poils de chien sur le t-shirt qui m'a dit que si j'étais pas gentil je le verrais pas durant 6 à 8 mois pour me punir, quoi. Donc faut le dire aux gens, tu vois, ça existe aussi ça. Donc comment on fait ça existe aussi. RLP Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc comment faire pour avoir du lien, pour mettre les gens ensemble sans être soumis à cette espèce d'autoritarisme externe? Là, c'est là où le fait de créer des collectifs locaux, ça devient que ça soit SAPA ou autre, c'est là où ça devient intéressant parce que individuellement, tu peux pas. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Individuellement, tu peux pas t'opposer toi seul à la politique sociale et familiale du département. Tu vas te prendre une gamelle phénoménale et c'est comme si t'étais tout seul à une armée, quoi. En fait, tu y vas avec ton couteau.
Sauf qu'en face de toi, ils ont des chars, des bateaux, des avions, des drones, et tu te retrouves là, tu fais merde. Et en plus, c'est sur un terrain miné. Des hélicoptères. J'ai vu des interventions à Brive avec des hélicoptères. Voilà. Et en plus, t'es sur un terrain miné. Donc, seul, tu peux pas. Par contre, effectivement, collectivement, t'as déjà un autre, je dirais pas plus de pouvoir, mais t'as un autre angle d'attaque. C'est-à-dire que si individuellement tu peux pas t'opposer, tu peux dire au département, bah écoutez, j'entends ce que vous me dites, j'entends vos critiques, c'est très bien, sauf que vous apportez toujours aucune solution. C'est-à-dire que vous êtes un service public très défaillant, hein. Il faut rappeler qu'il y a eu quand même un rapport parlementaire qui pointe toutes les défaillances. À la commission Santiago, c'est hallucinant, oui, absolument. Oui. Voilà. Donc, on peut pas dire que ça soit un service public qui fonctionne. Ah, c'est pas une réussite, ça sent pas la performance, hein, ça c'est clair. Voilà, c'est vraiment pas une réussite. C'est le parent de substitution le plus défaillant qui soit et à qui les enfants sont confiés. Mais bon, dis aux parents, bah écoute, tu annonces que tu vas vers un groupe de parole qui va t'aider, au moins qui va te recommander, ne serait-ce qu'un bouquin sur la parentalité. Comment ça se fait que des services sociaux qui critiquent la parentalité de certains parents ne sont même pas capables de proposer un bouquin sur la parentalité. Non, mais SAPA est devenu du réseautage d'underground, un petit peu. C'est une espèce de bruit de fond, ça se met sur des réseaux sociaux, ce sont des rencontres informelles avec des gens qui n'ont pas forcément envie d'apparaître parce qu'ils ont peur des représailles, mais qui sont contents de se retrouver pour se soutenir mutuellement et s'échanger des informations. Voilà. Et on espère aussi que de cela sortiront des propositions et des comportements constructifs. Et j'en vois d'ailleurs, hein, je les mets en avant régulièrement lorsqu'ils le méritent. Il y a aussi des propositions de loi, et puis surtout il y a du soutien humain. C'est tellement important. Je veux dire, c'est tellement important. Tu as quelqu'un qui vient, qui est en train de pleurer, il trouve des gens qui vont se soutenir et dire faut faire comme ci, comme ça. Ça, déjà, ça a un prix. Humainement, ça a une valeur. Tu vois ? Voilà, c'est important. C'est un peu la plupart des anciens parents d'enfants placés et même les enfants placés. Tu regardes, c'est très difficile de réunir des anciens enfants placés avec des parents, ce qu'on appelle les nouveaux parents d'enfants placés, ceux qui n'ont pas connu l'ASE avant et qui découvrent l'ASE pour la première fois. Revivre, ils n'ont pas forcément envie de se... Et puis tu sais, on n'a pas tout le temps envie d'être plongé dans ça, quoi. On n'a pas envie d'être ramené en permanence à cette étiquette. Voilà. Ah ben, on comprend aussi le fait qu'il y en a, quand ils récupèrent leur enfant, ils tournent la page, quoi. Ils passent à autre chose. C'était une étape très difficile de leur vie qui leur a pris des fois 2 ans, 3 ans. Il faut survivre, hein. 4 ans. Parfois, ça s'arrête jamais d'ailleurs, hein, mais bon, ok. Ben voilà, c'est ce que je voulais montrer aux gens, c'est ce que je voulais expliquer aux gens. Et en même temps, je dis à ceux qui sont confrontés à ces situations où on est impuissant. On a fait des émissions ici, hein, comment accepter l'inacceptable, comment se convertir au stoïcisme, comment éventuellement faire du lien et autres. Ben, vous allez faire des petites recherches, SAPA, etc. Vous regardez à droite, à gauche, et puis il y a de fortes chances que vous trouviez de l'information et que vous puissiez trouver des gens avec qui parler sans forcément mettre ce qui se passe avec les sociaux en danger. Et c'était important de le savoir quand même. Karine, François, merci. De rien. De rien. Voilà. Merci d'avoir pris un peu de lumière. Moi, je vous ai travaillé plusieurs mois pour que vous acceptiez de fonctionner un petit peu. Tu nous as travaillé longtemps, hein, parce que c'est vrai que c'est un exercice qu'on... Non, mais ça on peut dire. Oui, et vous n'êtes pas attiré par la lumière. Vous faites pas ça pour vous mettre en avant. C'est pas vraiment. Moi, je peux vous dire, ça fait plus d'1 an que je regarde SAPA. Vous n'êtes pas là pour faire votre truc à vous, quoi. Ça, c'est clair et net, quoi. Merci, les amis. À bientôt. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.